Monsieur Francis. On est ravis de vous recevoir ici à la brasserie Le Sud, à Antigone. Donc exceptionnellement, les plateaux de Caïna s'exportent pendant encore une semaine hors du quartier de la Paillade. Et on est ravis que vous ayez accepté notre invitation. Merci, bonjour à tous. J'espère que nous allons passer une heure agréable ensemble. On espère aussi. Donc là, vous voyez, on est accoudés au bar. Et généralement, quand on est accoudés au bar, on commande quelque chose. Donc qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une boisson de la région, Perrier. Un Perrier? Très bien. Et moi, je vais prendre un thé glacé, s'il vous plaît. Un Perrier, un thé glacé. Donc, avec votre... Non, thé glacé, s'il te plaît. Ouais. Avec votre emploi du temps qui doit être assez chargé, déjà professionnellement et puis politiquement, est-ce que vous avez encore le temps de fréquenter les bistrots, comme ça, les bars? J'ai pas le temps autant que je le souhaite. Mais oui, il m'arrive de venir dans les bars pour boire un verre. Naturellement, le Perrier que j'aime beaucoup. C'est une boisson de la région qu'il faut encourager. Quelquefois un verre de vin rouge, toujours de la région. De la région aussi. Mais je n'ai plus d'occupation professionnelle puisque je ne suis plus à la tête de mon entreprise. Alors, justement, je voudrais, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous présenter. Vous êtes né le 1er juin 1956, c'est ça, à Box Maya, au Liban. Vous êtes arrivé en France en 1974, en octobre, à 18 ans. Pourquoi avoir choisi Montpellier et qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours à Montpellier? D'abord, j'ai choisi Montpellier parce que j'avais un lointain cousin qui était étudiant à la faculté de médecine. Et donc, c'était une attache. Pourquoi je suis toujours à Montpellier? Parce que je l'aime. Et parce que je me sens bien à Montpellier. C'est ici que j'ai fait toute ma carrière. C'est ici que je vis depuis maintenant 74, donc ça fait 40 ans cette année. Et comment ne pas faire pour ne pas aimer Montpellier? Donc pour fêter cet anniversaire de 40 ans, vous souhaitez devenir maire de cette ville? Bien sûr. Et donc ensuite, on a dit que vous êtes arrivé à Montpellier, ça fait 40 ans que vous y êtes. Donc vous avez eu une assez belle success story, on va dire. Vous avez monté une belle entreprise, vous avez eu un gros parcours professionnel, un beau parcours professionnel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites « Tiens, je vais m'embêter à faire de la politique » ? Parce qu'à un moment donné, on voit que la politique est complètement déconnectée des réalités. Et quand on a été chef d'entreprise, on est confronté aux réalités. Comme tout un chacun, j'ai commencé avec 3 salariés. Et tous les 15 du mois, c'était les charges à payer, les fins du mois, les salaires, les clients qu'il fallait pousser pour qu'ils payent. Il fallait honorer les créances des fournisseurs. C'est tout un problème pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et pendant 30 ans, j'ai vécu dans ce monde-là, qui est un monde de labeur, un monde de réalité. Et quand je vois les politiques qui, eux, n'ont aucun souci pour ce genre de problème, parce qu'ils augmentent toujours les impôts, ils augmentent toujours les charges, et ils n'ont pas la préoccupation des chefs d'entreprise qui connaissent ces problématiques. Ben, je suis venu en politique pour dire que désormais on va baisser les charges et on va s'occuper un peu plus des gens plutôt que de s'occuper des élus eux-mêmes. D'ailleurs, je pense être le seul chef d'entreprise qui est candidat aujourd'hui et je crois être le seul à avoir un vrai projet. La preuve, c'est que chacun en tire un morceau pour en dire, mais ce sont des façades parce qu'ils ne connaissent pas le fond. Et du coup, vous venez de nous parler des gens. Et nous, si vous voulez, Caïna, on est une web TV basée dans un quartier populaire, même très populaire, qui est la Paillade. Et aujourd'hui, on va aborder 2 thèmes qui tournent autour de ce sujet, que sont le logement et les quartiers populaires en eux-mêmes. Et pour ça, on va rejoindre mes camarades qui sont là, mes amis caïnotes. Mes amis caïnotes, pas tout de suite, on va les rejoindre après. Tout à l'heure. Non, ouais. On va les rejoindre. J'exécute de suite. Ils sont... Le temps de l'entreprise n'est pas le temps politique. C'est ça, donc exactement. On va très vite. Là, on a le temps. Là, ils sont étudiants en journalisme, lycéens, et aussi étudiants en journalisme. Et on va les rejoindre pour qu'eux puissent vous poser quelques questions. Et on remercie aussi le bar de nous avoir servi. Merci. Ok, on en va. Donc nous sommes de retour avec vous, Joseph Francis, et avec mes amis caïnotes. Donc tout d'abord, on va regarder un petit portrait sur vous. Qui a été fait par des journalistes à Libération, au Point, et aussi par un docteur en sciences politiques. Donc, on envoie le portrait. Comment Francis Joseph est-il entré en politique? Est-ce qu'il est entré en politique? Joseph Francis, il incarne une entrée en politique possible pour un leader de droite, c'est l'entrée en politique par l'entreprise.
et par donc les réseaux, chambres de commerce, associations dirigeantes de rugby, campagne pour les élections régionales en 2010. C'est quelqu'un qui a plutôt une mentalité de self-made man et qui a un rapport à la politique qui est un rapport de conquête personnelle. Je sais qu'il veut rentrer en politique, je sais qu'il a essayé beaucoup de partis. De là à savoir s'il est rentré en politique, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui se veut pragmatique, quelqu'un donc comme chacun sait qui vient du monde de l'entreprise et qui a réussi dans ce domaine-là, dans le domaine des affaires, et donc qui a envie de passer à autre chose. Il a fait le tour de la question du monde de l'entreprise, il a fait fortune et il a envie d'insuffler à la fois ses idées, sa personnalité. Je pense qu'il a envie aussi de s'occuper avec tout ce qu'il y a de noble dans ce terme-là, de ses concitoyens, de la ville, et qui pense que les idées de l'entreprise peuvent être appliquées à la politique. Ces orientations politiques, pareil, difficile à lire. Il y avait une phrase d'Edgar Faure qui disait c'est pas la girouette qui change de sens, c'est le vent qui change le sens de la girouette. Joseph Francis, je ne sais pas s'il est à droite de la gauche, à gauche de la droite, à la droite de la droite, à la droite de la gauche de la droite. On a du mal à le lire. Un petit peu opportuniste. Je crois qu'il cherche sa place dans un nouveau métier. Alors ces influences politiques se trouvent beaucoup plus dans la tradition libérale, voire néolibérale française. Il a un rapport assez critique à l'égard des politiques des collectivités territoriales d'hégémonie socialiste, en Languedoc-Roussillon en particulier, tout en étant relativement ambigu par rapport à l'image de Georges Frêche vis-à-vis de laquelle il a du mal à se détacher. Donc il est un petit peu prisonnier, tous le sont plus ou moins, de l'héritage de Georges Frêche. C'est quelqu'un qui vraisemblablement a très envie d'acquérir une légitimité politique sur la ville de Montpellier et alentour. Donc on pourrait le décrire comme quelqu'un qui a beaucoup d'ambition dans le domaine politique. Je le vois comme quelqu'un d'assez réservé, quelqu'un qui aurait besoin de, comme on dit, fendre l'armure davantage. Quelqu'un de sans doute assez autoritaire dès qu'il est dans la sphère privée, et puis aussi quelqu'un qui a besoin d'être peut-être plus chaleureux avec ses concitoyens et qui n'est pas encore passé à ça. Le positionnement de Joseph Francis sur le plan idéologique est assez énigmatique parce que, d'une part, il ne prend pas de vraie position politique par rapport à la stratégie idéologique de l'UDI au sens national du terme. Il est plutôt dans une logique d'utilisation de l'affiche UDI pour des préoccupations ou plutôt une stratégie politique personnelle. Je pense que dans 10 ans, s'il n'a pas réussi à trouver une place dans un parti, Joseph Francis continuera de faire de la politique. Il y en a qui font du golf, du football, du tennis ou qui voyagent. Lui, c'est son truc, il a envie de faire de la politique. Je ne sais pas s'il réussira, mais à mon avis, dans 10 ans, il y sera encore. C'est quelqu'un qui, encore une fois, de par sa fortune, peut dire des choses en politique. Je pense qu'il a envie aussi de peser dans les instances d'un parti, l'UDI en l'occurrence, et éventuellement par le biais des alliances entre les partis politiques nationaux, de décrocher peut-être, qui sait, un jour un siège de parlementaire. S'il était un slogan, je verrais assez bien « l'argent ne fait pas le bonheur » parce que l'argent ne suffit pas toujours à pouvoir se payer ce qu'on veut et en l'occurrence en politique ça ne fait pas une élection et ça ne fait pas une légitimité. Alors on est de retour avec vous, Joseph Francis. Quelle est votre première réaction après avoir vu ce portrait ? Je n'ai pas à commenter les commentateurs. La seule chose que je dis, ce qui est juste, ce qui est faux. Quand le journaliste du Point dit que j'ai changé de crèmerie, si j'ose dire, il a tort. J'ai toujours été centriste, je n'ai jamais changé de crèmerie. Vous avez été au Parti radical ? Il est toujours dans l'UDI, le Parti radical. Le Parti radical est dans l'UDI. Je suis très ami avec le patron du Parti radical et je n'ai aucun problème
avec toutes les composantes de l'UDI. Donc je n'ai jamais changé de parti politique. Ça, c'est une réalité. Et quand on vous dit ambitieux, opportuniste, qui fait une conquête personnelle de la politique, est-ce que vous pensez que c'est des adjectifs qui collent avec une image de maire? Ambitieux, qui n'a pas d'ambition dans la vie? Mais moi, pour moi, l'ambition, elle est collective. J'ai plus rien à prouver. Donc ce qui compte, c'est que je puisse donner aux autres ce que j'ai réussi à faire moi-même. Et mon objectif, c'est de tirer toute cette équipe pour qu'elle puisse... 65 personnalités qui viennent de la société civile et qui ont envie de s'engager pour les autres. Et donc ça, c'est une ambition collective. Donc à partir de là, on peut pas faire... Dans la vie, qui n'a pas d'ambition? Ce sont les gens qui veulent rester chez eux, qui veulent rien faire. Mais quand on parle d'opportunisme, de conquête personnelle du pouvoir... Je ne suis pas touché par ce genre de choses. Qu'est-ce que je vous dise? Les gens ne me connaissent pas bien. Opportuniste, ça veut dire quoi? Saisir les opportunités. Est-ce que ça veut dire être opportuniste? Là, vous dites quelque chose d'intéressant. Quand vous dites les gens ne vous connaissent pas bien, on a vu Antoine Guiral qui dit que vous avez du mal à fendre l'armure. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui vient de vous? Vous avez peut-être du mal encore à vous faire connaître mieux? Nous sommes dans une société complexe. Les hommes politiques sont la plupart des gens qui sont des gens de façade, c'est-à-dire qu'ils sortent des slogans et au fond, ça ne change rien. On le voit très bien, depuis 40 ans, nous avons des politiques qui, la plupart, ne changent pas. La courbe de chômage monte, la courbe des impôts monte, la courbe des déficits monte, la croissance baisse, notre déficit de commerce extérieur monte. Donc, quelque part, on est dans une société qui va dans le mur. Donc, naturellement, quand on est dans la politique depuis 40 ans, on ne peut pas le dire, ça. On est responsable de ça. Moi, je ne suis pas dans la politique depuis 40 ans. Moi, ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, j'ai prouvé que dans ce pays, on est capable d'exporter, on est capable de créer des emplois, on est capable de créer de la richesse, on est capable de faire en sorte qu'il y ait des gens qui, à la fin de chaque mois, sont heureux et qui, quand ils viennent au travail, sont heureux. Malheureusement, la morosité gagne partout. Donc, ce qu'il faut, c'est inverser les tendances et créer plutôt de l'espoir, créer plutôt de l'avenir, plutôt du bonheur, plutôt du bien-être ensemble, plutôt que de continuer à avoir des choses noires devant soi. Oui, j'en suis fier, je suis heureux. Et ce que j'ai envie d'insuffler aujourd'hui autour de nous, c'est des réalités. On ne peut pas continuer à percevoir autant d'impôts sur le seul gâteau du travail. Ça n'est plus possible. Plus d'impôts sur le travail tue le travail. Notre modèle social qui est merveilleux, il doit être basé sur une autre valeur que celle du travail. Mais tout le monde le dit, sauf personne ne le fait. Nous sommes à 57,5% de prélèvements obligatoires. On ne peut plus, on est essoufflé. Nous avons une CFE aujourd'hui qui a été votée le 20 décembre à 1 000 € seuil minimum. Le seuil minimum national est de 385 €. Demandez-les aux artisans, aux chefs d'entreprise qui ont 2-3 salariés. Qu'est-ce qui les intéresse le plus? C'est de diminuer les impôts. Donc moi je viens de dire, on va arrêter les dépenses inutiles et on va commencer à donner l'argent là où il faut pour créer un avenir pour notre population. Si c'est ça, être opportuniste, je le suis. D'accord, donc vous êtes bien fait entendre sur ce point-là. On va rester sur votre portrait avec une première question qui va être posée par Marion. Alors j'ai une question assez directe à vous poser, monsieur Joseph Francis. Pour cela, je vais reprendre les propos du journaliste du Point, Hervé Denions. Quand on est à J-17 avant le premier tour des élections municipales et que vous êtes crédité de 2 à 7% dans les sondages, est-ce que l'on peut vraiment dire que vous êtes entré en politique? Alors je vais vous dire franchement... si vous avez analysé les sondages, vous allez comprendre que ça n'a aucun sens, parce que j'ai été sondé divers centres. Or, c'est une étiquette politique qui n'existe pas. Dans une ville de 268 000 habitants, soit on a une étiquette politique, soit on ne l'a pas. Divers centres, ça n'existe pas. Déjà, le centre est, dans les yeux des Français, très flou. Alors, divers centres, c'est le flou du flou. Donc, automatiquement, les gens ne se sont pas reconnus. Et quand j'ai été sondé UDI, écologie citoyenne, on était entre 7 et 8 avant la campagne. Et ça, c'est un sondage que vous avez commandé vous-même? Non, pas moi-même. L'UDI l'a commandé pour savoir si on me donne l'investiture ou pas. Et quand ils ont vu que c'est un sondage qui était très favorable, j'ai eu l'investiture. On va revenir d'ailleurs sur cette investiture avant de donner la parole à Colline. Vous avez poussé Madame Brissot à s'allier avec l'UMP pour ensuite, vous, partir tout seul avec l'UDI. Comment expliquez-vous cette stratégie? Je n'ai pas poussé qui que ce soit à partir avec qui que ce soit. C'est pas du tout. J'étais chargé de négociation en tant que responsable local et en tant que désigné par notre parti sur cette question-là. J'ai essayé de travailler avec la tête de liste de l'opposition
pour qu'on puisse faire un projet commun, pour qu'il puisse signer la charte de l'UDI dans laquelle il y a des axes fondamentaux sur l'écologie, sur la transparence de la gestion publique, sur un certain nombre de pragmatismes politiques. C'est ce qu'on appelle, et Jean-Louis Borloo l'appelle, l'innovation en politique. Eh bien, il a refusé. À partir du moment où il a refusé, j'ai acté par un courriel que je lui ai envoyé. Jean-Louis Borloo le lui a dit lui-même qu'on a rompu les négociations. Maintenant qu'il veuille faire élire sur sa liste une centriste, je m'en réjouis, elle sera élue par les voix de la droite. Et bien nous, on fera élire des centristes. Très bien. Donc on va passer à la question de Colline. Monsieur Francis, vous êtes un homme très riche. Est-ce que l'argent vous a permis d'ouvrir certaines portes en politique? Et est-ce que vous pensez que ça vous donne une légitimité? Je ne sais pas ce que ça veut dire être très riche. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas besoin d'argent et je ne viens pas à la politique pour avoir des revenus. Donc je suis bien au contraire totalement différent des autres. C'est que moi je viens pour servir et non pas pour me servir. Amine. Donc moi, ma question, c'est, vous avez rencontré beaucoup de réussites tout au long de votre parcours professionnel. J'ai rencontré, pardon? Vous avez rencontré beaucoup de réussites sur votre parcours professionnel. Est-ce que la politique, c'est pas votre talon d'Achille? Je vais vous dire une chose. Pensez pas qu'on a toujours rencontré de la réussite dans le parcours professionnel. Le parcours professionnel est souvent semé d'embûches. Ça n'est pas que des réussites. Oui, mais l'essentiel, là, il parle de à terme, à la fin. C'est à la fin qu'on. Non, attendez. Il faut quand même savoir une chose. C'est que quand on est chef d'entreprise, c'est pas 8 heures de travail par jour, c'est pas 5 semaines de congés payés, c'est pas. Quand on est chef d'entreprise et qu'on veut construire quelque chose, c'est du matin au soir, c'est des nuits blanches, c'est des samedis, c'est des dimanches. C'était pas l'objet de la question. C'est des échecs. J'arrive à la question. C'est des échecs. Donc non, mais il faut quand même le dire ça, parce que les gens considèrent que quand on a été chef d'entreprise, on arrive, on prend le tiroir caisse et on s'en va avec. C'est pas ça. Je pense pas qu'ils considéraient ça, Amine. En fait, moi, ma question, c'est juste, est-ce que vous pensez que la politique, c'est votre talon d'Achille? Écoutez, si la politique est celle qu'on conçoit depuis 40 ans, j'en ai rien à faire. C'est pas mon style. Moi, je suis venu à la politique pour dire voilà le projet qui convient aux citoyens. Et si les politiques veulent s'en inspirer, tant mieux. Eh bien, pour le moment, je crois que puisqu'ils n'ont pas de projet, chacun en pique un peu sur mon projet. Eh bien, je m'en réjouis à chaque fois que j'entends une phrase qui sort de mon projet, notamment sur l'Agence de développement économique, notamment sur Montpellier, capitale mondiale de la santé, notamment sur les filières d'excellence, notamment sur la sécurité et sur un certain nombre de mesures. Ils n'ont pas encore pris la cantine gratuite parce que là, ça se retrouve flagrant. Donc finalement, vous vous satisfaisez d'être une tête pensante plutôt qu'un maire? Non, je ne me satisfais de rien, je réponds à la question. Je pense que vous vous trompez complètement sur ce qui va se passer le 23 au soir. On est à temps de le voir. Vous m'avez l'air confiant. On va regarder un premier documentaire qui porte sur le logement, qui a été fait par Jean-Fabrice et Grégoire. Parce que le logement, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement à Caïna, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans un quartier très populaire, où il y a des gros problèmes de logement, quartier qui est la Paillade. On voit aussi que dans un autre quartier populaire qui est le Petit Bar, il y a des problèmes aussi. Donc, documentaire sur le logement, on regarde et on se retrouve après. Puis tu vois le balcon, bah regarde, bon là avant quand je secouais, tu vois, t'as tout qui tombe en fait, regarde. Tu vois l'état de rouille, regarde, voilà. Donc t'as tout qui tombait comme ça, regarde, voilà. Ça c'est le balcon. Donc ça tient grâce à une barre qu'ils ont mis là, qui est plantée dans le mur, mais vu l'état des murs, c'est pas vraiment rassurant non plus. Et ça, moi, ils ont mis des années avant de me mettre ça. Nous sommes chez Sonia, cela fait 15 ans qu'elle habite dans cet immeuble, situé au haut de Massane, le 3e bâtiment des Tritons, voué à la démolition. La résidence d'Alembert, c'est la dernière tour des Tritons, qui a une 50aine d'années maintenant, et qui est la seule à être encore debout, à être encore habitée, malgré son état de délabrement plus qu'avancé. Il vous suffit de regarder les balcons, etc., pour voir un petit peu l'état, les volets et tout ça. Tu prends derrière, là, derrière, partout, même tu vois un bout de plage là-bas. Sonia vit dans un appartement de 70 mètres carrés avec vue imprenable, qu'elle paye 400 €. Palavas, puis après par là-bas ça va vers Frontignan, tu vas voir Carnon là-bas. Depuis plusieurs mois, elle clame son envie de partir. Comme elle, 80 familles attendent d'être relogées dans des résidences plus récentes. On est prioritaire, soi-disant, et en fait en réalité depuis 1 an qui se sont engagés oralement, médiatiquement, etc. Sur un processus de relogement.
on voit qu'en fait, depuis le début, ils nous baladent. Il y a beaucoup de familles dont on a perdu le dossier. Et quand on fait des propositions, souvent ce n'est pas adapté. Donc, et en plus, il y en a très peu. Nadia aussi aimerait être relogée, mais hors de la paillade. C'est malheureux. On attend quelque chose. Franchement, on attend quelque chose. Et très urgent. Parce qu'on a la cohabitation, on est beaucoup dans un F3. J'ai un F3, j'ai un garçon et une fille, une jeune fille qui galère pour aller au lycée, qui se lève à 6 h du matin, qui est malade, qui se lève à 6 h dans la nuit, qui rentre dans la nuit avec ce bus qui est un grand problème. Tu as une vue magnifique. Hicham préfère témoigner sous anonymat. Il a honte de sa condition de vie. Moi j'ai un type 3 pour... on est 5 personnes, donc on est 4 dans une chambre. C'est très difficile à vivre, mais on n'a pas le choix. On est 4 dans une chambre avec un enfant, un nourrisson, un enfant à bas âge. Et donc voilà, sans arrêt on fait des allers-retours, mais comme je vous ai dit, on n'est pas écouté. Normalement, il y a des processus qui doivent réattribuer, reloger les gens qui vont être sortis pour démolition de cet immeuble. Il n'y a pas tellement de volonté pour que le système se fluidifie, pour que les choses deviennent transparentes et que l'information circule. Les gens ne savent pas. Ça met du temps parce qu'en définitive, quand on déplace des familles, ça ne se déplace pas comme des bidons de lait. Les familles, ça a quand même une âme avec des quartiers qui leur sont privilégiés. Ils ont de la famille, ils ont des habitudes, ils ont une école, etc. Autrement dit, c'est un problème humain qui demande la plus grande délicatesse pour le traiter positivement. La France compte actuellement 3,5 millions de mal logés. De plus en plus de foyers sombrent dans la précarité suite à la perte d'un emploi. L'agglomération de Montpellier concentre 50% de la population de la région. En 2020, nous serons 500 000 habitants. Le parc de logements sociaux est en augmentation, mais moins important que dans le reste de la France. 65% de Languedociens sont éligibles au logement social. 66 000 sont inscrits sur une liste d'attente, dont environ 20 000 dans les offices du département de l'Hérault. À Montpellier, il y a plus de 13 000 logements vacants. Alors pourquoi ces propriétaires ne veulent pas louer leurs biens, privant une catégorie de Montpelliérains de toit? Il y a énormément dans le privé de logements qui n'ont pas été entretenus, qui sont tellement dégradés, qui sont inlouables. Alors il y a quand même un certain nombre de propriétaires qui les louent. Mais il y a aussi un certain nombre de propriétaires qui jouent la montre, je dirais, notamment dans des quartiers où ils sentent qu'il va y avoir des opérations de réhabilitation et où il pourrait y avoir des aides publiques qui viennent aider les propriétaires à réhabiliter leurs logements avant de les remettre en location ou à ce moment-là de les vendre. Et ça s'apparente à de la spéculation. Ouais, ici, c'est le deuxième bâtiment qui a été construit, donc le bâtiment Stéphane Hessel. La plupart des ménages qu'il y avait à la tour, ils ont tous été envoyés ici. La tour, c'est ce grand bâtiment, haut de 18 étages. Longtemps décrié, il est aujourd'hui en démolition. Malgré la réhabilitation, les carences continuent. Par exemple, le droit commun n'est toujours pas respecté. Les bailleurs eux-mêmes le reconnaissent et disent qu'ils relogent comme dans le cadre de l'ANRU. Ça veut dire que dans les bâtiments voués à la démolition. Tous les autres cas ne sont pas du tout pris en compte. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une ancienneté de 30 ans, de 25 ans, comme plusieurs cas qu'on suit ici à la permanence. Et des cas d'handicapés, des familles handicapées, c'est-à-dire que c'est des cas qu'on ne traite même pas, qu'on ne regarde même pas, des dossiers qu'on n'ouvre même pas. Ce que je peux dire sur le petit bar, nous sommes intervenus parce qu'on a quand même une expérience en matière de construction, en matière d'immeubles. Et ce qu'il faut quand même savoir, et que je tiens à rappeler, c'est que le petit bar, ce sont des marchands de sommeil avec des résidences qui étaient privées et qui partent à la dérive. D'ailleurs, quand je vois qu'aujourd'hui, les inspections du logement social qui passent et qui regardent notre patrimoine nous ont fait remarquer que par rapport à tout ce qu'ils voyaient ailleurs, nous avons un patrimoine qui est dans un bon état. Les travaux se poursuivent et une nouvelle résidence est en train de sortir de terre. Ici, 73 appartements seront livrés dans quelques mois. En 2013, il manquait encore 14 000 logements sociaux dans l'agglomération de Montpellier. Alors nous sommes de retour sur le plateau avec mes amis et avec vous, Joseph Francis. On a vu que c'est un vaste problème, le logement, il y a pas mal de points qui sont abordés.
difficulté de trouver des logements pour les gens, manque de logements sociaux, marchands de sommeil, logements vacants. Quelle est votre première réaction sur ce documentaire? Ma première réaction, c'est qu'il faut un chef d'entreprise pour régler ces problèmes. Ça suffit maintenant. Ça, c'est ma première réaction. Qu'est-ce que vous entendez par chef d'entreprise qui règle ces problèmes? C'est un chantier immense. C'est un chantier immense. D'abord, on a parlé de transparence. Je suis le seul à mettre sur la table une proposition de transparence pour les commissions d'attribution des logements sociaux. Il va y avoir une question là-dessus. On va y revenir juste après. Non, mais je réponds à la question. Ouais, non, mais c'est juste pour Deuxième question, il y a eu quelques réhabilitations qui ont été faites. Malheureusement, beaucoup de logements ont été réhabilités de façade. À l'intérieur, il y a encore des cloisons avec de l'amiante. Ce n'est pas acceptable. Troisièmement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne parle plus des quartiers comme étant des quartiers seulement populaires. Ce qu'on veut, c'est créer un Montpellier avec plusieurs quartiers de 50 000 habitants où il y a 30% de mixité sociale et qu'on sorte de ces quartiers où on a ghettoisé un peu ces quartiers. Ça, c'est pour l'avenir et c'est ce que je pense qu'il faut faire d'urgence. Alors, la première question va être posée par Colline. Justement, je vais répondre sur ce que vous avez dit, rebondir sur ce que vous avez dit en disant que vous voulez faire des quartiers avec une plus grande mixité sociale. Comment faire une plus grande mixité sociale dans les quartiers populaires? D'abord, il faut qu'on sorte. Vous savez, l'urbanisation de Montpellier a été faite de la façon suivante. 70% de commerce vers le sud. L'ouest, c'est le logement collectif. Au nord, c'était hôpitaux, facultés. Et au sud-est, c'était les entreprises. Notre philosophie de ce genre d'urbanisation, et en plus de ça, nos responsables des collectivités territoriales ont été totalement submergés parce qu'ils n'ont rien préparé sur l'arrivée massive de population sur cette ville. Cette ville, dans les années 70-80, a été super bien vendue par quelqu'un qui s'appelait Georges Frêche et qui a dit Montpellier la surdouée, avec la décentralisation qui a aidé la plupart des villes de province, principalement cette ville grâce à cet homme, et ce qui fait que cette ville a eu un flux massif de population qui venait. Parce qu'il y a un hôpital de haute qualité et que les gens voulaient se faire soigner. Nous avons des universités de haut niveau et nous avons le soleil et nous avons une ville qui a, encore une fois, qui a été super bien vendue. À l'époque, n'oublions pas quand même que l'offre publique était très forte et il y avait énormément d'économies qui vivaient sur l'offre publique. Rappelez-vous les années 80-90 et les grands chantiers de construction. Tout cela a fait qu'on n'a pas réfléchi à l'après et on n'a pas réfléchi à la continuation des flux massifs que nous recevons. Nos étudiants, nous avons à peu près 4 à 5% de nos étudiants hautement formés qui restent dans notre territoire. Malheureusement, nous avons un exode des 25-55 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de travail chez nous. Notre urbanisation a été faite pour créer un flux de circulation à l'intérieur de la ville qui devient aujourd'hui très encombrant et ça congestionne la ville. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut réfléchir à des quartiers 50 000 habitants, j'allais dire autosuffisants, c'est pas tout à fait le mot, mais prenez-le comme tel, où on peut trouver du commerce de proximité, une maison de santé pour les premiers soins, la maison de stagiaires pour les élèves, les étudiants qui cherchent un stage qu'ils ne trouvent pas, la plupart d'entre eux ont besoin de compléter leur cursus scolaire, ils n'ont pas de stage, qu'on puisse trouver aussi de l'entreprise pour qu'on puisse travailler et 30% de mixité sociale. Et ceci sera vrai pour l'ensemble des quartiers de Montpellier. C'est un chantier long qui prendra beaucoup de temps et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme l'a dit quelqu'un d'ailleurs, c'était Pouget, je crois, le président de l'ACM, et il a raison, c'est que quand on a établi un lien familial à un endroit, il nous est difficile de changer du jour au lendemain, mais ça prendra du temps, mais c'est la philosophie qu'il faut mettre en place au plus vite, et c'est pour aussi une ville écologique, parce qu'il faut créer les couloirs écologiques dans ces quartiers. On va prendre un point précis, un point concret, sur un quartier comme La Paillade, qui en ce moment a beaucoup de problèmes, qui cumule toutes les injustices possibles, logement, précarité de l'emploi, une ségrégation spatiale, etc. Comment rétablir cette mixité sociale? La première des choses, c'est que le problème de La Paillade vient de 46% de chômage des jeunes. Donc la première des choses, c'est avec les associations, créer le centre culturel. Il en faut plusieurs. Il y en a déjà un qu'on a commencé à créer pour l'aide
scolaire aux enfants défavorisés parce qu'on a énormément, malheureusement, de rejet des écoles. Deuxièmement, il faut créer un centre de formation pour que nous puissions donner une formation à ces jeunes parce qu'ils sortent de l'école sans aucune formation. Et enfin, une fois qu'on leur a donné le soutien scolaire, une fois qu'on leur a donné la formation, il faut les aider par des microcrédits de façon à ce qu'ils puissent se lancer dans leur vie active. Parce que malheureusement, pour démarrer, ils sont seuls. Et là, nous avons décidé de mettre en place un fonds de 15 millions d'euros dans la collectivité pour aider ces jeunes à se lancer. Et ça, c'est sur place la collectivité territoriale qui le fera. Donc, voilà un ensemble de mesures pour qu'on puisse sortir d'abord les jeunes de la voie de la misère pour les mettre dans la voie du travail et dans la voie de la réussite sociale. Ensuite, le logement. Mais naturellement, si on veut que tout le monde habite au même endroit, on n'aura pas de la place pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est changer l'urbanisation et libérer du foncier vers le nord et le nord-ouest pour qu'on puisse continuer à construire des logements. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant parce que l'urbanisation, elle allait vers le sud. Et il y a eu ce déséquilibre dont on a parlé tout à l'heure. Justement, sur le logement, Amine avait une question pour vous. Moi, ma question, c'est... À Montpellier, il n'y a plus de terrain constructible, sachant qu'il y a 10 000 logements vacants et que Montpellier, c'est la deuxième ville de France. Que pourriez-vous faire pour aider les personnes à sortir des HLM, surtout quand le logement ne convient plus à la cellule familiale? Alors, dans la question, il y a plusieurs questions. À Montpellier, il y a 10 000 logements vacants. À Montpellier, il y a aussi 70 000 m² de bureaux vacants. C'est une ville qui, malheureusement, se trouve dans une situation un peu paradoxale, parce que c'est une ville qu'on aime, mais c'est une ville qui, aujourd'hui, n'offre plus à ses citoyens ni les opportunités de logement, ni les opportunités de travail. Pour ce qui concerne les logements vacants, il faut quand même gérer ça au cas par cas. Je sais même qu'à la Tour d'Assas, à la Paillade, il y a des logements vacants parce qu'ils n'ont pas été réhabilités. Je sais aussi que j'ai visité la cité Gély, par exemple. Il y a des endroits où les entretiens techniques n'ont pas été faits depuis 1997, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui en 2014, c'est-à-dire pratiquement 17 ans. Bien, ça n'est pas acceptable. Donc, si on veut véritablement retrouver une citoyenneté, eh bien, il va falloir qu'on se mette dans un premier temps, nous avons l'intention de mettre en place un organisme d'audit. Un audit pour l'indépendance énergétique des logements et la mise en conformité des logements. Ensuite, il y a des familles qui n'ont pas les moyens de le faire. Mais qu'est-ce qu'un maire peut faire, justement, pour éviter qu'il y ait tant de logements vacants? Pardon? Qu'est-ce qu'un maire peut faire pour éviter qu'il y ait tant de logements vacants? Écoutez, ce n'est pas du ressort du maire, la loi sur le logement. C'est du ressort du ministère. Par contre, un maire, il peut non pas éviter qu'il y ait des logements vacants, c'est aider à construire plusieurs logements et réhabiliter les logements existants. Vous avez beaucoup de logements qui ne sont pas réhabilités, qui ne sont pas salubres. Donc c'est la première des questions qu'il faut régler avant de dire, parce que quand vous avez une loi sur le loyer, sur les baux, qui est une loi quelquefois qui est difficile pour les bailleurs, ben à ce moment-là, vous avez beaucoup moins de gens qui ont envie de louer plutôt ils préfèrent laisser leur logement vacant plutôt que de le louer. Moi, je connais des gens qui m'ont dit, on a eu du mal on avait des emprunts sur nos immeubles, sur nos logements, parce qu'ils ont défiscalisé, ils ont acheté, et malheureusement, les loyers ne tombaient pas. Et comme la loi allait protéger le locataire, non mais il faut quand même regarder les choses dans les deux sens. C'est relatif aussi, parce que les locataires, c'est très difficile. Maintenant, il faut des cautions, il faut apporter des garanties. C'est aussi difficile d'arriver même à avoir un logement en location. J'étais le premier à demander la garantie de loyer universel. J'étais le premier à la proposer, je l'ai écrit dans un livre. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour que les familles défavorisées n'aient pas les triples peines. À la fois, n'ont pas les moyens pour vivre, mais en plus, n'ont pas les moyens pour se loger, n'ont pas les moyens, etc. Donc moi, j'étais le premier à dire qu'il faut impérativement qu'au niveau de l'État et des collectivités territoriales, qu'on mette en place la garantie universelle des loyers. Très bien. On va passer à la troisième question, qui est la question de Marion. Dans votre programme, vous abordez le thème de l'accréditation des logements sociaux selon un principe de transparence. Dans votre programme municipal, vous abordez l'accréditation des logements sociaux selon un principe de transparence. Vous en parliez un peu plus tôt. Oui, absolument. Attendez, je n'ai pas encore posé ma question. Du coup, beaucoup de personnes se sont cassées les dents sur ce thème-là, et vous semblez avoir trouvé la solution miracle, entre guillemets.
Et concrètement, comment ce système fonctionnerait? Ce n'est pas une solution miracle, c'est une solution de bon sens. Vous savez, quand on est dans la politique, souvent on n'a plus de bon sens. Ben, je regrette. Aujourd'hui, vous avez des dossiers qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. Et vous avez des gens qui habitent des logements sociaux qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie. Ben, pourquoi aujourd'hui il y a des commissions qui ne sont pas transparentes? Moi, ce que je propose, c'est qu'elles soient publiques, les commissions d'attribution des logements sociaux, et qu'elles soient constituées par des habitants des quartiers tirés au sort sur les listes électorales. Il y a déjà des représentants des locataires. Comment il y a déjà des représentants des locataires dans les commissions d'attribution. Oui, mais si les locataires sont vos sujets, vous m'excusez pour le terme, hein, il est un peu moyenâgeux, mais c'est un peu vrai. Hein. Mais c'est un peu vrai. Hein. Et bien, à ce moment-là, on tourne en rond. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient élus, tirés au sort, sur la liste électorale parmi la population concernée dans les quartiers et qu'on fasse des commissions dans chaque quartier et que ce soit des commissions, au bout de 3 mois, chaque dossier est traité. C'est tellement simple. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on continue à être dans l'opacité totale. D'ailleurs, ils ont changé le nom de l'OPAC, c'est plus l'OPAC. Merci. Très bien, donc on va changer de sujet, on va faire une petite transition pour aller sur le sujet des quartiers populaires. Donc là, on n'a pas de documentaire, donc on va enchaîner tout de suite. Moi, je vais vous parler d'un rapport qui s'appelle le rapport Carlon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'ancien préfet de la région Languedoc-Roussillon qui avait commandé un rapport sur les quartiers populaires. Ce rapport était assez accablant, notamment sur la ville de Montpellier et notamment sur le quartier de la Paillade, qui nous concerne en plus. Donc je vais vous lire un petit peu ses conclusions. Il parle de ségrégation, de stigmatisation de la population, de politique de peuplement qui a concentré progressivement des populations défavorisées à tout égard, financiers, culturels, sociaux. Il parle de convergence du processus de précarisation. Il distingue, il y a plein de problèmes. Il y a faible lien, enfin plus de lien social entre les groupes sociaux, dégradation des conditions de vie des habitants et représentation négative d'eux-mêmes. Donc on voit que c'est un processus qui va de pire en pire et les gens, même entre eux, ne font plus le lien. Donc il parle même, enfin dans ses conclusions, il dit que cette ségrégation tend vers la ghettoisation. Donc ce sont des mots très forts. Mais je l'ai utilisé tout à l'heure, ce mot. Oui, tout à fait. Et ce sont des mots très forts. Qu'est-ce que ça vous inspire ça? Avant toute chose, je vais vous dire, demandez à ces élus qui se représentent aujourd'hui au suffrage, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Un est président de l'agglo, l'autre est adjoint à l'urbanisme, adjoint à la culture quand même, et l'autre est élu d'opposition, député de la Paillade de 2002 à 2007, élu depuis 6 ans dans l'opposition municipale. Pourquoi ils ont découvert ce rapport? Pourquoi aujourd'hui ils considèrent que ce rapport est une surprise pour eux tous? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des années et des années, des décennies? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour laisser faire tout ça? C'est l'abandon. Il a été commandé en 2010. Comment? Il a été commandé en 2010, donc oui. Ça fait 4 ans. Ben oui, mais depuis, ils étaient là. Tous ces gens-là, aujourd'hui, qui se présentent au suffrage, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, ils se considèrent totalement irresponsables de tout ça. Mais vous qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Moi, je vais vous dire, qu'on soit d'accord sur tout ça, c'est une honte que la République et que les collectivités territoriales ne protègent pas leurs enfants. C'est une honte. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la première des choses, quand on devient français, on ne connaît pas la Marseillaise, on ne connaît pas le drapeau, on ne connaît pas les règles de civilité. La première des choses. Eh bien, quand on veut que ces gens soient des vrais citoyens, il faut commencer par la base. Notre société part à volo. Mais la plupart des gens de ces quartiers sont français. Hein. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Moi aussi, j'ai été naturalisé. Mais la première des choses que j'ai faites, c'est que j'ai appris ce que c'est la Marseillaise et le drapeau français. Aujourd'hui, on n'apprend plus. Alors qu'on ne leur demande pas à eux, pourquoi on ne connaît pas ces choses-là? On n'apprend plus. Notre République a tout abandonné. Elle a abandonné son devoir par rapport à ses enfants. Elle ne protège plus ses enfants. Donc aujourd'hui, c'est chacun pour soi, individualisme complet, et il n'y a plus de projet collectif. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un projet collectif et qu'on sorte de cela. Et je souhaite que demain, la Paillade soit un quartier comme les autres, et qu'il y a là-dedans 30% de mixité sociale dans un sens ou dans l'autre. Et que tout le monde se reconnaisse dans la Paillade, comme au Petit Bar, comme à Figuerolles, comme à l'Aigle-Longue, comme dans d'autres quartiers de Montpellier. Très bien. La première question va être posée par Amine, justement, sur les quartiers. Donc la première question, c'est la première des discriminations et celle liée à l'embauche. Et ça commence dès le plus jeune âge. Désolé, parce que la sonnerie ne va pas. La première des discriminations, c'est celle qui est liée à l'embauche. Oui. Et
Et ça commence dès le plus jeune âge. Dès que nous, lycéens, je parle de moi et de tous ceux qui sont dans mon cas, on cherche des stages. Vous parlez de banque de stages ou quoi, mais vous pouvez apporter quoi concrètement pour que... Moi, je l'ai prouvé sur le terrain. Je n'ai pas attendu d'être élu. J'ai créé un centre de formation et j'ai pris des gens qui viennent des quartiers populaires, dont un qui avait un bracelet électronique. Et parmi eux, je suis ravi et heureux de trouver qu'il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des gens bien intégrés dans la société, qui ont eu des CDI et qui ont réussi. Donc je n'ai pas attendu d'être élu pour faire ce qu'il faut pour les jeunes. Je pense que les jeunes ont besoin qu'on leur accorde un minimum de confiance. Parce que quand on ne leur accorde pas de la confiance, ça devient de la méfiance. Ils répondent par la méfiance et ils répondent par la violence. Mais la banque de stage... Il parlait de banque de stage, ouais. Il parlait de banque de stage. Comment fonctionnerait-elle ? Non, la maison du stagiaire. La maison du stagiaire, pardon. Alors la maison du stagiaire, c'est simple. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui cherchent un stage. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme recours ? Soit le piston, le lobby, soit ils vont au rectorat, il y a un bureau qui recueille les doléances. C'est comme un peu le pôle emploi pour les chômeurs. Et ce que moi je souhaite, c'est que le monde économique, la collectivité territoriale, soit partie prenante de ces maisons des stagiaires, de façon à ce qu'on puisse adapter l'offre à la demande. Et que chaque stagiaire puisse s'adresser à un endroit où le monde économique est présent et qui offre des stages. Parce que ça, nous, on l'a déjà. Pardon ? Moi, par exemple, dès que j'ai cherché mon stage, dès que nous, on cherche nos stages, le prof va nous donner un listing de toutes les entreprises. Donc, ça revient aussi à votre maison. Ça ne veut pas dire que les entreprises ont offert un stage. Si, parce que les entreprises qui nous présentent, elles ont déjà pris des stagiaires auparavant, oui, mais c'est une initiative, veulent plus en prendre. C'est une initiative d'un enseignant. Mais ça ne correspond pas à l'ensemble de l'offre de stages qui peuvent se trouver sur le territoire. Donc ce que moi je souhaite, c'est que les responsables économiques soient engagés dans cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, la question est la suivante. On a énormément de demandes de stage, on n'a pas assez d'offres de stage. Pourquoi ? La plupart des fois, c'est parce qu'un stagiaire qui passe en fonction du nombre de la durée du stage, il est rémunéré 800 € pour les 15 jours. Donc ça fait 1600 € par mois. Eh bien, 1600 € par mois, c'est à peu près le salaire que ça coûte un travailleur à temps complet qui est formé déjà. Donc les gens qui n'ont pas la possibilité de former et que ça leur coûte, ils préfèrent prendre quelqu'un qui leur coûte 1600 €, 1800 € plutôt que de prendre un stagiaire. Ça, c'est des fausses idées. Il faut que le monde économique s'engage, les responsables économiques, la chambre de commerce, les fédérations de bâtiments et autres, les syndicats patronaux, la chambre des métiers, tout le monde doit s'engager dans cette maison du stagiaire où ils doivent recueillir cette banque de stages, comme on dit, ils doivent recueillir le nombre d'offres de stages et que les élèves, qu'ils soient les élèves du lycée en question ou d'ailleurs, ils puissent trouver dans cette maison du stagiaire l'offre des stages qui puissent être adaptés à leurs élèves. Très bien. Donc la prochaine question, c'est celle de Marion. Donc, vous déclarez vouloir remettre l'humain au centre du projet montpelliérain. Ici, les habitants des quartiers populaires sont à la marge, aussi bien géographiquement, socialement que culturellement. Et donc, vous, qu'est-ce que vous comptez faire pour justement ramener ces habitants dans le centre, au centre du projet montpelliérain ? Quand on dit l'humain au centre du projet, c'est pas que les habitants de la Paillade, mais c'est principalement les habitants de la Paillade. Les quartiers populaires en général. C'est principalement les quartiers populaires parce qu'eux, ils ont besoin de retrouver leur humanisme, leur humain au centre du projet. Eh bien, j'ai dit tout à l'heure que notre objectif, c'est de sortir de la ghettoisation, premièrement. Deuxièmement, mettre en place, en accord avec les associations des quartiers, des centres culturels pour accompagner pour le soutien scolaire, pour l'apprentissage des cultures diverses. Je souhaite faire de Montpellier capitale méditerranéenne de la culture. Et cette culture-là, elle est multiculturelle, elle n'est pas monoculturelle. C'est-à-dire, on ne va pas leur apprendre simplement la musique classique de Beethoven ou de Chopin. Bien sûr qu'on va le conserver, parce que ça, c'est un trésor européen. Mais aussi, on va apprendre comment chante Feyrouz, comment chante Majid Al-Roumi, etc., qui puissent venir pour faire des concerts ici méditerranéens, ou d'autres chanteurs grecs, ou etc., etc. Donc, ce que je souhaite, si vous voulez, c'est qu'on sorte de la stigmatisation, de la spécificité. Donc, eux, ils ont besoin aujourd'hui plus que quiconque de centres multiculturels, ils ont besoin de centres de formation, ils ont besoin d'écoles. Je sais qu'aujourd'hui, il manque une école à la Paillade, en bas de la Paillade, derrière le centre des impôts. Il y a besoin d'une école dans ce quartier parce que malheureusement, vous savez ce qui se passe au niveau des écoles, au niveau de l'éducation nationale, c'est par les barèmes des enseignants qui sont désignés. Alors ceux qui ont un barème élevé, ils choisissent là où ils veulent. Ils vont pas là. Et qui c'est qu'on envoie ? Les jeunes
jeunes enseignants. Les jeunes enseignants ne sont pas formés. Alors comme il y a énormément de masse populaire là-dedans, on trouve des classes à 30 enfants qui sont dans des conditions difficiles avec des jeunes enseignants. La plupart des enseignants, ils abandonnent et on a le plus d'enseignants qui sont dans des dépressions dans ces quartiers-là. Ben, il va falloir qu'on sorte de cela et qu'on envoie plutôt des enseignants qui sont de calibre... pardon ? Formés. Au-delà d'être formés, mais avec une forte expérience pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour ces enfants. Le problème, c'est que ça, c'est la prérogative du rectorat. Absolument, mais vous pouvez agir au niveau du rectorat quand vous êtes un élu. Si vous le dites. Ah ben bien sûr qu'on peut. Parce que vous savez, créer l'école, c'est la collectivité territoriale. Hein. Oui, c'est Alors les deux sont concernés. Ouais. Le choix des profs, c'est le rectorat. Donc les médiations culturelles et... Pardon ? Vous parliez de médiation culturelle à mettre en place dans les quartiers populaires. Médiation ? J'ai pas parlé de médiation. J'ai parlé de... Centre de médiation de centre culturelle. multiculturel, oui. D'accord. Et entre autres ? Centre de multiculturel, centre de formation, fonds d'investissement pour aider les jeunes. Il y a énormément de jeunes dans ces quartiers qui ont envie de se lancer dans la vie active. Ils ont 20, 25, 30 ans, qui ont envie d'être dans un commerce. Ce matin, enfin tout à l'heure, j'ai reçu quelqu'un, je ne vous dis pas où parce que ça ne se fait pas, qui a un restaurant, qui a envie de le lancer. Il a un concept innovant et il a besoin de 5 à 10 000 euros pour se lancer. Les banques ne lui accordent aucun crédit. Si le fonds existait, eh bien, il n'aurait aucun problème parce qu'il est éligible. Donc, si vous voulez, il faut mettre en place les moyens pour que tout le monde puisse se lancer dans la vie. Et ce fonds, les fonds nécessaires à cet investissement, vous les trouvez où ? Pardon, le fonds, nous avons trouvé 150 millions d'euros mal dépensés dans les deux collectivités. Nous allons rendre 50 millions d'euros en réduction d'impôts. Et pour la paillade, il faut savoir une chose. Il faut reclasser toutes les habitations, parce que ça date des années 60, c'était des habitations de luxe. Ça n'est plus aujourd'hui, donc les taxes locales doivent baisser et ne doivent pas être considérées comme étant des taxes de luxe. Ça, c'était en marche, j'avais oublié tout à l'heure quand on parlait de logement. Mais le fonds, si vous voulez, nous avons trouvé 150 millions d'euros d'argent mal dépensé. Nous voulons donner 50 millions d'euros de diminution des charges, ce qui revient à 230 euros en moyenne par foyer fiscal montpelliérain et 100 millions d'investissements par an. Vous savez ce que c'est 100 millions d'investissements par an dans les deux collectivités ? C'est des moyens pour 200 millions. Où vous trouvez ces 150 millions ? 72 millions d'euros dans les mutualisations des moyens, 30 millions d'euros dans la transparence des appels d'offres publics, 12 millions d'euros dans Améthyste qu'on va transformer, 15 millions d'euros dans les budgets de communication qui sont aujourd'hui de 22 sur les deux collectivités, qu'avec 7 on a largement assez, 1 million d'euros sur les frais d'élus. Il faut quand même que chacun des élus sortants puisse s'exprimer là-dessus, en matière de traiteurs, de voyages, etc. Et ces 2 millions, on les divise par 2. Et enfin, 20 millions d'euros sur le contrat de l'eau qu'on va rapatrier en régie, et c'est 35% sur les 60 millions d'économies. Très bien. On va finir ça vous fait 150 millions. Ça fait 150 millions. On va finir sur Colline. Il y a un grand manque de moyens dans les quartiers qui regroupent de fortes inégalités. Il faut investir dans ces quartiers comme dans une entreprise. Combien comptez-vous injecter pour réduire ces inégalités ? Injecter où ? Dans les quartiers populaires. Ah, j'ai pas chiffré j'ai plus de micro là. Il y a plus de c'est pas grave. Voilà. Si, c'est bon. J'ai pas chiffré ce qu'on va injecter, mais je vais vous dire une chose. J'ai toujours dit, c'était pendant la campagne des législatives, que j'ai des valeurs que tout le monde a considérées que c'était des valeurs de gauche. C'était les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Malheureusement, les partis du système aujourd'hui ont considéré la liberté comme étant le laisser-aller. L'égalité, l'égalitarisme. Et la fraternité, l'assistanat. Moi, je voudrais faire de la liberté la libre entreprise, la liberté de se réaliser. Donc, je veux créer l'espace pour ça. Je veux faire de l'égalité, l'égalité des chances, que chacun puisse avoir sa chance. L'égalité en droit, c'est qu'il faut que chacun soit libre en droit. Et enfin, je voudrais donner à la fraternité son vrai sens noble de la solidarité. Et là-dessus, vous savez, je vais vous dire, tout cela, si on veut, on a l'argent pour faire ce qu'il faut. Ça tournerait autour de combien, monsieur ? Pardon ? Ça tournerait autour de combien ? Ça tourne autour de combien ? Tout dépend des moyens que vous mettez en place. Et n'oubliez pas une chose, que tout n'est pas de l'argent de collectivité territoriale. Vous avez de l'argent de l'Europe qu'il faut aller chercher. Vous avez l'argent de l'État qu'il faut aller chercher. Vous avez, dans les économies d'énergie, vous avez de l'argent qui est donné aussi par l'EDF. Il y a un certain nombre, si vous voulez, de gisements
que nous devons aller chercher, et nous allons mettre en place un organisme qui soit dédié à aller chercher l'argent là où il est. Vous savez, jamais dans le monde il y a autant d'argent. 200 000 milliards d'argent circulent aujourd'hui dans le monde et qui n'est pas injecté dans l'économie. L'économie aujourd'hui représente à peine 70 000 milliards. Il y a 200 000 milliards qui sont dans la spéculation. Eh bien, nous avons assez d'argent pour mettre là où il faut. Il suffit d'aller le chercher. Tout à l'heure, vous avez parlé de mutualisation des services. Ce sera dans le cadre de la... Ça vous plaît pas? Ça vous intéresse pas? Ça serait dans le cadre d'un changement de statut de l'agglomération? Oh, c'est un vaste chantier. C'est un vaste chantier. Vous savez, la mutualisation des services, c'est mettre la bonne personne au bon endroit et éviter les doublons. Ça s'appelle mutualisation des services. Mais ça passera par un changement de statut, par exemple d'agglo en métropole Ça peut se faire par changement de statut d'agglo en métropole, mais on n'attendra pas que ça devienne ça. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire, est-ce qu'il est normal que le président d'agglo, s'il est maire de la ville, ait deux bureaux de services de communication? C'est pas normal. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses qui doivent se faire. Les nombres de bâtiments que nous avons faits, qui ne sont pas utiles en soi, simplement parce que chacun veut faire son agence à lui, son bâtiment à lui. Ce qu'il convient, c'est de faire... Vous savez, quand j'ai dit 100 millions d'euros de réduction de dépenses, ça ne veut pas dire qu'on ne les investit pas. C'est un transfert de dépenses. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnes aujourd'hui qui peuvent servir à l'accueil dans les crèches pendant les heures de pointe. Il y a des parents qui attendent 20 minutes pour remettre leurs enfants. Ben nous, on préfère qu'il y ait des agents qui soient formés pour accueillir les enfants pendant les heures de pointe et que pendant les autres heures, ils font autre chose. Ça s'appelle, vous savez, utiliser à temps plein les gens en fonction de leur polyvalence. Ça, on sait faire. C'est le rôle des chefs d'entreprise de le faire de la façon la plus humaine possible et la plus respectueuse des conditions des gens qui travaillent avec vous. Ce que je voudrais, c'est leur donner envie de travailler. Vous savez qu'on a le taux d'absentéisme le plus élevé de France. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont plus envie de travailler, n'ont plus l'envie. Et il faut leur redonner l'envie. Et ce n'est pas en les stigmatisant ou en considérant que ce sont des gens qui ne sont pas bien. Au contraire, ils sont très compétents, beaucoup plus compétents que leurs élus. Très bien, ce sera le mot de la fin du coup. On vous remercie d'être venu nous voir. Avant de partir, on va vous demander de signer le livre d'or qui est là-bas. Je vais vous passer un stylo si vous voulez. Tac. Et moi, je vais profiter que vous signiez ce livre pour remercier toutes les équipes de Kayna, pour remercier aussi mes 3 camarades qui m'ont accompagné pendant cette émission. La prochaine émission, ce sera demain avec Jacques Domergue, le candidat UMP, peut-être votre rival principal, je ne sais pas. Ou votre futur allié au second tour, je ne sais pas non plus. Moi, je vais vous laisser tous et puis je vous dis à la prochaine. Voilà.